Ibrahim Boubacar Keïta, 39,79% et Soumaïla Cissé, 19,70% s'affronteront le 11 août prochain. Confirmation faite cet après-midi par la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Toute élection présidentielle a sa particularité selon les pays et les contextes. Le Mali, qui était très attendu, a montré sa maturité en donnant un modèle de conduite. En effet, les Maliens se sont passionnés pour le premier tour de l'élection présidentielle 2013. Il s'agira à présent de garder la même dynamique pour le 11 août. Notre dossier à suivre tout à l'heure. Vous l'avez certainement remarqué à travers la ville de Bamako, les Maliens s'activent autour des bœufs de fête, des bœufs achetés grâce à ce qu'on appelle des tontines. Très souvent, l'on cotise pour s'offrir la viande qui fera le bonheur de la famille. Nous sommes allés à la rencontre de certains membres des tontines. Voilà, monsieur, bonsoir. Mercredi 7 août, bienvenue à tous dans ce journal. Pas de conseil de ministre ce jour, mais au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de félicitations à Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Dionkuna Traoré a réitéré sa constante disponibilité à œuvrer au renforcement continu des relations d'amitié existant entre nos deux pays. Le second tour de l'élection présidentielle opposera Ibrahim Boubacar Keïta du RPM à Soumaïla Cissé de l'URD. Ils ont obtenu respectivement 39,79% et 19,70% au premier tour du scrutin du 28 juillet dernier. C'est ce qui ressort des résultats définitifs publiés cet après-midi par la Cour constitutionnelle. Le taux de participation est estimé à 48,98%. Nous écoutons le président de la Cour constitutionnelle, Madi Tamba Kabara. Les propos sont recueillis par Bourama Traoré. Considérant que la Cour, après avoir constaté le bien fondé de certaines réclamations, a procédé aux annulations et rectifications conséquentes. Considérant que l'article 142 de la loi électorale dispose que la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, qu'elle constate la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que pour le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant que par arrêt numéro 2013-04 du 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a donné acte au candidat Tchévillé Dramé du retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Considérant que, nonobstant cette décision, 5 723 électeurs ont voté pour Tchévillé Dramé, qu'il est cher de considérer comme nuls les suffrages ainsi exprimés. Considérant qu'à la suite de tout ce qui procède, l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits, 6 829 696. Votants, 3 345 253. Bulletins nuls, 389 876. Suffrages annulés, 113. Suffrages valablement exprimés, 2 955 264. Majorité absolue, 1 477 633. Taux de participation, 48,98%. Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants. M. Soumaïla Cissé, 582 127, soit 19,70%. M. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 175 769, soit 39,79%.
M. Jamil Bitar, 52 216, soit 1,77%. M. Ousseini Guindo, 140 345, soit 4,75%. M. Moussa Mara, 45 227, soit 1,53%. M. Cheikh Mohamed Abdoulaye Swad Di Modibo Diara, 63 320, soit 2,14%. M. Mamadou Bakari Sangaré Blaise, 31 803, soit 1,08%. M. Modibo Sidibé, 146 839, soit 4,97%. M. Draman Dambélé, 286 929, soit 9,71%. M. Oumar Bouri Touré, 115 738, soit 0,53%. Mme Aïdra Aïchata Alassane Sissé, 22 274, soit 0,75%. M. Oumar Mariko, 75 875, soit 2,57%. M. Alousseni Maïga, 8 159, soit 0,28%. M. Youssouf Sissé, 12 258, soit 0,41%. M. Muntagatal, 45 384, soit 1,54%. M. Siaka Diara, 14 281, soit 0,48%. M. Choguel Kokala Maïga, 69 767, soit 2,36%. M. Cheikh Bogadri Traoré, 9 177, soit 0,31%. M. Soumana Sako, 26 524, soit 0,90%. M. Cheikh Keita, 14 623, soit 0,49%. M. Ahmed Sow, 16 763, soit 0,57%. M. Sibri Koumaré, 9 051, soit 0,31%. M. Oumar Ibrahim Touré, 25 235, soit 0,85%. M. Racine Sedou Cham, 16 153, soit 0,55%. M. Nyankuro Yer Samake, 17 007, soit 0,58%. M. Konimba Sidibé, 16 780, soit 0,57%. M. Ousmane Benfana Traoré, 15 640, soit 0,53%. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, qu'un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 175 769 voix et le candidat Smaïla Sissé 582 127 voix, qu'il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 11 août 2013 de l'élection du président de la République. Par ces motifs, la Cour constitutionnelle, article 1, déclare irrecevables les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 58, 118, 119, 120 et 121. Article 2, déclare recevables en la forme les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle sous les numéros 108, 109, 111, 112, 114 et 115. Au fond, les rejette comme mal fondées. Article 3,
dit qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection du président de la République la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 4 dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour sont M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé. Article 5 dit que seuls les deux candidats, M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. Soumaïla Cissé, peuvent se présenter au deuxième tour de l'élection du président de la République le 11 août 2013. Article 6 ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans délai par les soins du gouvernement et aux représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, ainsi qu'aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali, et publié au journal officiel. Ont siégé à Bamako le 7 août 2013 M. Amadi Tamba Kamara, président, M. Makan Kiremakan Dambélé, conseiller, Mme Manassa Danyoko, conseiller, Mme Fatmata Dial, conseiller, M. Malé Diakité, conseiller, Mme Dao Rokiatou Koulibaly, conseiller, M. Ousmane Traoré, conseiller, Mme Diara Fatmata Dambélé, conseiller, M. Amadou Keïta, conseiller, avec l'assistance de Maître Koulibaly Dabou Traoré, greffier en chef. Voilà à l'instant le président de la Cour constitutionnelle lors de la proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Le président de l'Union des mouvements des alliances du Mali, UMAM, était devant la presse ce mercredi. Jamil Bitar a décidé de soutenir Soumaïla Cissé au second tour de l'élection présidentielle. Reportage de Mamourou Sidibé. Le président de l'UMAM, l'Union des mouvements des alliances pour le Mali, décide de soutenir Soumaïla Cissé au deuxième tour de l'élection présidentielle. Tous les problèmes du Mali sont d'ordre économique aujourd'hui. Et si notre économie arrivait à se mettre sur pied, il va de soi que forcément avec une nouvelle relance de notre économie nationale, tous les problèmes sociaux pourront être réglés. Donc c'est pourquoi c'est un choix de raison. Et je le dis, nous ne sommes pas des opportunistes. Vu la qualité et surtout l'expérience et l'expertise du candidat, nous avons fait ce choix bien avant la proclamation des résultats. Pour Soumaïla Cissé, Jamil est un homme exceptionnel et avec lui, aucun défi n'est grand pour être relevé. Événement oblige, quelques questions des journalistes méritaient des éclaircissements, notamment les questions relatives à l'existence des bureaux fictifs lors du premier tour, les dispositions prises pour permettre à tous de voter et enfin l'acceptation des résultats issus des urnes. En fin de conférence, Soumaïla Cissé mettra en garde certains confrères contre la proclamation spontanée des résultats le jour même du vote. Le mouvement de soutien à Dramane Dambélé décide de soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Les membres du mouvement l'ont fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée au CICB. Suivant un extrait de leur déclaration, lue ici par Oumar Doumbia, président du comité de soutien à Dramane Dambélé. Ces propos sont recueillis par Aloussene Touré. Le 28 juillet plutôt a vécu. Et notre camarade étant le candidat du plus grand parti politique, ne s'est classé que 3e sur 28 candidats. En analysant de plus près les résultats, nous nous rendons compte que c'est un score honorable pour quelqu'un qui était totalement inconnu de l'espace politique malien. Il y a seulement 4 mois. Ce score est l'effort de ses camarades en réalité, des mouvements de soutien. Notre action devrait se terminer dès lors que Dramane Dambélé n'a pas été élu au deuxième tour. Nous avons décidé de prolonger notre mission en mobilisant une fois de plus nos militants et sympathisants pour soutenir Ibrahim Boubacar Keïta à travers Dramane Dambélé pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 11 août 2013. Ainsi, nous demandons à tous les militants du MSD, de l'ADEMA PSJ et des mouvements de soutien à Dramane Dambélé qui aspirent au changement à se mobiliser massivement comme au premier tour pour faire élire Ibrahim Boubacar Keïta le 11 août 2013 avec un score clair et sans ambiguïté, afin de lui donner une légitimité sans précédent qui lui permettra d'apporter au Mali les changements tant souhaités.
Le candidat indépendant à l'élection présidentielle premier tour, Youssouf Cissé, invite ses électeurs à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. Il a dit au cours d'une conférence de presse organisée par son staff à la pyramide des souvenirs. Écoutons Youssouf Cissé au micro de Agali Agissa. Tous les 5 ans, quand les élections se passent au Mali, ce n'est pas sans remous. Et la situation particulière actuelle fait que on a de larges inquiétudes. Ce sont ces inquiétudes que j'ai fait relayer en disant que nous ne souhaitons pas que pour de simples élections qu'il y ait des problèmes au Mali. Nous avons besoin de paix, de stabilité, de réconciliation réelle pour que le peuple valeureux puisse vaquer à ses occupations. Maintenant, on a dit, nos attentes, c'est que le peuple soit maître de son propre destin. Il faut des institutions crédibles. Faisons en sorte que sortir de cette élection qui est une volonté politique, sinon une volonté populaire pour que plus jamais nous ne revoyions ces sortes de choses. Il ne faudrait pas qu'il y ait défiance entre les institutions et le peuple. Il ne faudrait pas qu'il y ait défiance entre l'administration et le peuple. Il ne faudrait pas qu'il y ait défiance entre les hommes politiques et le peuple. J'ai dit que j'ai défendu certaines valeurs que j'ai retrouvées chez un candidat, puisqu'on doit choisir une personne, et j'ai dit, en accord avec mon staff, en toute conviction, que nous allons voter pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Le parti Alliance Mali Dambé, AMD, a décidé d'apporter son soutien au candidat Ibrahim Boubacar Keïta et invite par conséquent tous ses militants et sympathisants au Mali, en France et partout à l'étranger à voter massivement le dimanche 11 août en faveur du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Le collectif des ressortissants du Nord en tant que société civile regroupant les ressortissants des 4 régions du Nord se réjouit de la forte participation des citoyens au premier tour de l'élection présidentielle. Le COREN souhaite que le second tour se déroule dans un climat de paix et de sérénité totale. Et puis l'Union internationale des promoteurs de la paix, UIPP, se félicite de la campagne et du scrutin présidentiel du 28 juillet qui s'est déroulé sans heurts sur tout l'échiquier national. L'atelier de restitution sur la couverture médiatique du second tour a réuni les experts et les hommes de médias. Il s'agissait de noter les manquements et d'apporter des innovations pour la couverture médiatique du second tour de la présidentielle. Tidiane Dio, directeur de la formation, s'exprime au micro de Mamadou Bagayoko. Il fallait absolument préparer cette élection. Et j'ai l'impression que les journalistes maliens dont on pensait qu'ils n'étaient pas prêts ont joué un très grand rôle parce que même avant la proclamation provisoire des résultats, où il y a eu des rumeurs qui ont circulé ici et à travers le monde autour de cette élection, les journalistes maliens ont gardé leur sang-froid et ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. L'idée était donc de les réunir ici à Bamako les 5 et 6 août pour réfléchir sur les manquements qui ont pu être observé dans la manière de traiter l'élection présidentielle, mais aussi les innovations, voir ce qui a été fait et ce qui peut être mieux fait avant le second tour qui est prévu normalement dans quelques jours. Donc globalement, il s'agissait d'une autocritique, d'une rencontre entre les journalistes eux-mêmes, mais entre les journalistes et les experts. C'était un échange, c'était une séance de restitution où tout un chacun partageait son expérience. Et tout le monde était quasiment représenté. La maison de la presse, les grands journaux, notamment les patrons de journaux, étaient là. Et je pense que c'est une expérience qui mérite d'être reconduite ailleurs et peut-être même qui mérite, avec quelques ajustements, d'être modélisée et d'être exportée ailleurs. Une élection présidentielle est toujours un événement attendu dans un pays, mais selon les pays et les contextes historiques, les peuples se sont différemment comportés face à la passion qu'entraîne la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, le monde entier a le regard tourné vers le Mali, qui vient de donner le modèle de conduite lors du premier tour de la présidentielle. Le scrutin du 11 août devra être la confirmation de cette maturité des Maliens. Lamine Tlekoura Koulibaly. Le geste de l'électeur qui consiste à mettre une enveloppe dans l'urne peut paraître anodin, mais il recouvre une signification profonde. C'est un acte de patriotisme. Le pouvoir permet aux citoyens de s'exprimer librement. C'est d'abord un devoir, mais c'est aussi un droit. C'est un devoir en ce sens que le citoyen qui a un âge de voter doit participer à la gestion de la cité. Et c'est aussi un droit parce qu'en même temps, vous devez participer
à l'émergence des personnes qui sont susceptibles d'aller dans le même sens que vos idées. Ne pas voter, c'est un peu se mettre en dehors du processus social lui-même. Le taux de participation exceptionnellement élevé au scrutin du 28 juillet 2013 est-il un indicateur de l'évolution des mentalités face aux élections? 51%, c'est du jamais atteint. Je peux donner le sens de la renaissance de la citoyenneté dans notre pays. Ça veut dire que les Maliens aiment leur pays, mais quel va être l'impact après les élections? Et c'est pourquoi nous lions toujours le vote utile à la représentation. L'électeur malien s'allie-t-il à une personne ou aux idées professées? Moi, je vote si le monsieur a des projets de société qui m'intéressent, qui va vraiment pour l'intérêt de notre collectivité, je vote pour lui. Mais si certains votent à cause de l'argent et à la personne du monsieur. Si vous êtes citoyen électeur citoyen, il est sûr que vous n'allez pas voter sans vous abreuver d'abord des différents projets de société. Mais il faut se dire également qu'une élection présidentielle est différente des autres élections. On dit bien qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Mais les deux allant ensemble, je pense qu'il doit de prendre les deux éléments. La passion qu'entraîne la conquête du pouvoir peut être accompagnée d'accusations et contre-accusations. Il n'y a pas d'élection sans fraude, mais chez nous, en réalité, c'est dû en fait à l'analphabétisme des uns et des autres, et également au système artisanal des moyens dont nous disposons pour pouvoir contrôler. La fraude dans les élections, surtout chez nous en Afrique, c'est dû à la pauvreté. Pour mettre fin aux fraudes électorales, luttons contre la pauvreté. En fait, il n'y a pas de système qui soit parfait. Les démocraties sont les plus avancées. On a vu les exemples ailleurs. Eux aussi recèlent des insuffisances dans leur système. Il faut expliquer aux citoyens qu'il est seul avec Dieu et sa conscience dans l'isoloir. Quelles que soient les promesses qu'on a pu lui miroiter, il est seul avec Dieu et sa conscience dans l'isoloir, qu'il vote suivant sa conscience. Et quand les citoyens feront cela, alors ceux qui s'adonnent aux fraudes verront l'inanité de leurs actes et ils vont abandonner finalement. Sur quoi doit fonder aujourd'hui le discours politique? L'entraide, l'entente et la paix. C'est ce que je demande aux Maliens. Mais le discours politique doit porter sur la sortie de crise. Et pas seulement la sortie de crise, mais sortir de la crise de façon intelligente et de façon durable et pérenne. Le discours politique devrait se fonder sur les idées plutôt que sur les personnes. Le jeu démocratique a des règles dont le respect participe de son ancrage. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est le Mali qui est le vainqueur. Parce qu'il s'agit d'élire la première institution constitutionnelle de la République. Et cette première institution de la République constitue ce qu'on appelle la clé de voûte de toutes les institutions de la République. Il faut que le vote de l'électeur soit respecté. La seconde règle, il faut que lorsque vous perdez les élections, que vous acceptiez votre défaite. Il faut qu'on en arrive là déjà. Accepter sa défaite n'est pas seulement accepter du bout des lèvres et ensuite fomenter des troubles à côté. Accepter sa défaite, c'est véritablement s'incliner devant le choix des électeurs, pas devant un adversaire. Ce n'est pas celui-là qui vous a battu, mais c'est les électeurs qui ont décidé que vous n'irez pas aux affaires, pas cette fois-ci. Et donc vous revenez et vous continuez à vous battre pour que la prochaine fois, vous puissiez maintenant attirer sur vous les suffrages des électeurs. L'opposition est un contre-pouvoir. Mais il faut que ce soit une opposition réelle. Il faut avoir une opposition sereine, qui n'est pas la guerre. Vous êtes mon adversaire politique, je peux vous parler, je peux discuter avec vous, je peux même vous donner des conseils dans le sens de l'intérêt du pays. C'est ça qui est l'homme politique de demain que nous attendons de tous nos voeux pour le Mali. Cet état d'esprit que l'on rencontre assez souvent dans les démocraties avancées ne se manifeste que timidement au sein des démocraties naissantes. Notre pays sera-t-il un modèle de conduite à l'issue du scrutin du 11 août? Rendez-vous donc après le 11 août. Le ministre de l'Administration territoriale informe l'opinion qui lui est revenue
que des manœuvres frauduleuses et attentatoires au caractère secret du vote définies par la loi électorale consistant de la part de certains électeurs à filmer leur vote dans l'isoloir et à divulguer ce secret par la suite auraient été enregistrés lors du premier tour de la présidentielle du 28 juillet. En vue d'empêcher ces manœuvres constitutives de moyens d'influence des votes de l'électorat, les électeurs sont informés que l'entrée dans l'isoloir avec le téléphone portable ou tout autre moyen de photographie est interdite. Tous les moyens légaux seront mis en œuvre pour empêcher ces comportements inadmissibles dont les contrevenants s'exposent aux poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur. Les présidents des bureaux de vote sont invités au strict respect de ces mesures pour éviter d'influencer le vote et garantir le secret des votes des électeurs. Et puis le ministre de l'administration territoriale rappelle que l'article 128 de la loi électorale interdit les dons ou libéralités en argent ou en nature, les promesses de libéralité de faveur, d'emploi public ou privé ou d'autres avantages pour influencer ou tenter d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers. De même, la sollicitation ou l'acceptation des mêmes dons, libéralités ou promesses est interdite. À cet effet, les transports collectifs d'électeurs en vue d'exécuter des consignes de vote sont interdits. En conséquence, les électeurs sont invités à se rendre dans les lieux de vote en toute liberté pour exercer leurs droits civiques à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Les forces de l'ordre sont invitées à veiller scrupuleusement au respect de cette disposition de la loi électorale, dont la violation expose les contrevenants aux poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur. Et puis, le ministre de l'administration territoriale rappelle aux électeurs, aux agents électoraux et au personnel de campagne des candidats au second tour de l'élection présidentielle qu'il ne sera toléré aucun attroupement dans les centres de vote et aux alentours des 10 centres. Les coordinateurs des centres de vote, les présidents des bureaux de vote et les forces de l'ordre sont invités au respect strict des présentes consignes dont la violation expose les contrevenants à la rigueur de la loi lors du scrutin présidentiel du 11 août. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Sur un tout autre sujet, en fin de mission au Mali, l'ambassadeur du Royaume de Belgique a reçu une distinction de reconnaissance de la part des autorités maliennes pour services rendus à la nation. Abdul Karim Kaba était à la cérémonie de décoration. C'est la distinction de chevalier de l'Ordre national à titre étranger qui a été décernée à Adrien Théâtre, ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali. C'est là à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. Cette distinction de M. Théâtre a tout son sens. La conférence des directeurs pour le Mali, que la capitale de la Belgique a abrité en mai dernier, a été l'occasion une fois encore de plus pour ces pays de témoigner, d'illustrer, de magnifier sa solidarité envers le Mali par une annonce de 31,5 millions d'euros pour la période 2013-2014 en vue de la relance de l'économie du Mali. Au plan multilatéral, nos deux pays ont poursuivi une concertation régulière afin de s'informer mutuellement et de partager les points de vue sur les grands moments de l'heure. C'est avec un sentiment de satisfaction et du travail bien accompli que le diplomate belge quitte le Mali. J'ai chaque fois obtenu des entretiens sympathiques dans une bonne ambiance. Cela m'a permis d'analyser et de recueillir la multiplicité des facettes de ce beau et grand pays. Cette décoration, c'est en effet le résultat d'un effort commun et il est dédié aux relations belgo-maliennes. Entre le Belgo-Mali et le Mali, la partenariat est de longue date. La coopération est centrée sur l'individu, sur l'homme, sur la décentralisation, sur l'élevage, justement tout ce qui, au Mali, relève une importance fondamentale. Ainsi s'achève la mission de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali avec résidence Ouagadougou. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali a présidé ce matin à Bamako la cérémonie militaire du 53e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. C'était en présence des responsables des forces des armées et de sécurité du Mali. Le temps fort de cette fête avec Adibou Koulibaly. Cette célébration au Mali du 53e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire a ceci de particulier.
la participation d'un contingent de militaires ivoiriens à la mission des Nations Unies pour le soutien au Mali, MINUSMA, symbole de relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. C'est l'occasion pour nous de marquer la souveraineté et l'indépendance de notre pays aux yeux du monde entier. Depuis que notre pays frère, le Mali, traverse une crise socio-politique assez aiguë. Et nous sommes à un moment où, avec l'effort de tous, au moment où nous sommes en train de sortir de cette crise, il est de bon ton de saisir une telle occasion pour confirmer notre attachement au Mali. Cette cérémonie festive était placée sous le signe du partage, du renforcement de la cohésion avec les forces maliennes et celles de la MINUSMA. C'est également une occasion pour les forces armées maliennes de marquer leur amitié vis-à-vis de l'armée ivoirienne et également de marquer la coopération entre les deux forces armées. Tour à tour ont défilé à la fin de l'événement la fanfare du 34e bataillon du génie de l'armée malienne, le drapeau de la Côte d'Ivoire, le peloton de la gendarmerie. Cette cérémonie est plus qu'un symbole d'amitié et de fraternité, mais un signe de sécurité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et puis vous attendez cette nouvelle avec impatience. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, ont l'honneur de porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Shawwal ou Céline Chinikalo a été aperçu dans les localités ci-après. À Koutiala, par Taïrou Koulibaly, commerçant, Seydou Boiré Muezin, Mamari Doumbia, Moussa Koulibaly, élève coranique. Et à Mopti, par Boubacar Dramé, Moussa Bobandian, Ko Kanita, Bagadé Kamita. Ce mercredi 7 août. En conséquence, la fête de Ramadan, Eid el-Fitr, sera célébrée en République du Mali demain, jeudi 8 août, sur toute l'étendue du territoire national. Et à l'occasion de la fête de Ramadan, le président de la République par intérim a adressé un message à la communauté musulmane du Mali à l'occasion donc de l'Eid el-Fitr, un message ainsi libellé. À l'instar de leurs co-religionnaires de la Oumma islamique, les musulmans du Mali célèbrent ce jeudi l'Eid el-Fitr, fête qui sanctionne le mois béni de Ramadan. En cette heureuse occasion, il m'est particulièrement agréable de souhaiter une bonne fête de l'Eid el-Fitr à la communauté musulmane du Mali, ainsi qu'à tous les peuples de la Oumma islamique. J'associe à cette célébration nos frères et sœurs des autres confessions religieuses avec qui nous formons une communauté nationale et une communauté de destin. La fête de l'Eid el-Fitr m'offre l'occasion de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, lui qui nous a donné la force et la santé nécessaires d'accomplir le jeûne du Ramadan. Cette année, nous célébrons l'Eid el-Fitr en plein processus électoral qui lui-même symbolise l'accomplissement de la double mission de la transition politique. Je prie Allah pour que le second tour de l'élection présidentielle mobilise davantage d'électeurs et qu'il soit une véritable fête de la démocratie, synonyme de maturité du peuple malien. Je salue la générosité et l'altruisme de nos concitoyens qui, tout au long du mois de Ramadan, se sont portés spontanément au devant des plus modestes d'entre nous. Enfin, je voudrais demander au Tout-Puissant de nous gratifier d'un bon hivernage et encourager nos braves populations rurales dont le dur labeur garantit la sécurité alimentaire de notre pays. Bonne fête de l'Eid el-Fitr à toutes et à tous. Qu'Allah protège le Mali, signé professeur Djankouna Traoré, président de la République par intérim. La communauté musulmane s'apprête donc demain à célébrer la fête d'Eid el-Fitr, aux fêtes du Ramadan. À cette occasion, le ministre du culte et des affaires religieuses, Dr Yacouba Traoré, a fait une déclaration. Dans cette intervention, il invite les musulmans à plus d'entente et de cohésion et à prier pour la paix et la stabilité du pays, gage de tout développement. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter Abdraman Maïga. Louange à Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux.
et créateur de toutes choses. Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Après les mois sacrés d'abstinence des prières consacrées à Dieu, les musulmans du Mali, à l'instar d'autres du monde entier, s'apprêtent à célébrer demain la fête de Ramadan. Louanges et gloires sont à Allah, qui nous a permis de garder notre santé, de nous affranchir de nos péchés et de multiplier les actes de bienfaisance et de solidarité envers nos prochains. À cette heureuse occasion de l'Aïd el-Fitr, qui consacre la fin du mois de Ramadan, au nom du président de la République par intérim, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et de tout le peuple malien, j'adresse à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali et du monde entier une bonne fête de Ramadan. Que cette fête du pardon, du partage et du souci de l'autre contribue à l'unité de l'ensemble des musulmans du Mali et à la concorde dont notre nation a tant besoin. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs musulmans, pendant que dans la communion, nous célébrons cette fête de l'Aïd el-Fitr, je lance un appel à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, de rester dans la prière pour le bon déroulement du deuxième tour d'élection présidentielle du 11 août 2013, pour la bonne pluviométrie et la réussite de la campagne hivernale, pour la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. Et à l'occasion de la fête d'Aïd el-Fitr, le président du Conseil islamique du Mali présente à la communauté musulmane ses vœux de bonnes et heureuses fêtes. Il invite la communauté musulmane du Mali à se joindre à lui pour prier pour le renforcement de la paix sociale, de l'unité nationale et pour la suite heureuse et sans incident du processus électoral en cours. Il demande à Allah le Tout-Puissant d'accepter nos prières, d'exaucer nos vœux et de nous gratifier d'un bon hivernage. Et puis ce message du pape François Ier à la communauté musulmane, dont voici un extrait. C'est pour moi un grand plaisir de vous saluer alors que vous célébrez l'Aïd el-Fitr, concluant ainsi le mois de Ramadan, consacré principalement au jeûne, à la prière et à l'aumône. Nous savons tous que le respect mutuel est fondamental dans toute relation humaine, spécialement entre ceux qui professent une croyance religieuse. Ce n'est qu'ainsi que peut croître une amitié durable et sincère. C'est avec ces sentiments que je réitère l'espoir que tous les chrétiens et les musulmans soient de véritables promoteurs du respect mutuel et de l'amitié, en particulier à travers l'éducation. Je vous adresse enfin mes vœux priants pour que vos vies puissent glorifier le Très-Haut et apporter la joie autour de vous. Bonne fête à tous, signé François Ier. À quelques heures de la fête de Ramadan, les gens s'activent pour se procurer de la viande de bœuf. La Direction nationale des services vétérinaires vient d'organiser une inspection dans les 6 communes du district de Bamako. L'objectif est de vérifier la qualité de la viande proposée pour minimiser les risques de maladies. Reportage de Al-Jumatina. Au Mali, la viande la plus prisée pour la fête de Ramadan est celle du bœuf. Dans les services, les grains, entre autres, les gens s'organisent pour abattre et compte tenu de la diversité du secteur, certaines pathologies animales sont susceptibles de nuire à la santé des consommateurs. C'est pour parer à d'éventuels cas que la Direction nationale des services vétérinaires a initié une opération d'inspection. Nous avons mis un dispositif dans toutes les communes pour également inspecter la viande à travers la ville. Nous avons d'abord ciblé des services importants où il y a les abattages de masse. Je voudrais aussi que la population comprenne que l'objectif de ce travail-là, c'est la préservation de leur santé. L'opération qui vise à livrer de la bonne viande aux populations et d'inviter celles-ci à aller au préalable visiter les bœufs à l'abattoir a concerné les 6 communes du district de Bamako. Il s'agissait d'inspecter la cocasse et les organes du bœuf, qui sont le foie, les reins, la rate et la tête, pour s'assurer de son état de santé. C'est des missions de sensibilisation que nous faisons et de conseil. C'est ça notre rôle.
Donc on dit, en tout cas, nous avons inspecté votre viande et nous vous conseillons de ne pas la consommer pour telle et telle raison. Et les lésions, on les montre sur la viande. Dans d'autres cas, on leur dit, bon, la viande est bonne, mais le foie, par exemple, doit être nettoyé. Dans d'autres cas, on dit, vous enlevez complètement, vous extirpez complètement le foie parce qu'il n'est pas bon. Mais dans d'autres, on dit, pour la plupart des cas, c'est des cas rares qu'on rencontre, on dit, la viande est de qualité. Donc nous, c'est ce service-là qu'on veut rendre. On a inspecté une très grande quantité de viande à travers le district. Aucun cas de maladie n'a été suspecté sur le terrain. C'est une bonne action pour les femmes parce qu'il nous permet de savoir si le bébé est malade, s'il y a la maladie, s'il y a des parties qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger. Je suis très satisfaite de leur travail. À travers cette action, la Direction nationale des services vétérinaires dit vouloir exécuter sa mission de service public. Voilà, des actions qui rassurent. Pour fêter le Ramadan à Bamako, tout comme dans les autres grandes villes du Mali, beaucoup de fidèles adhèrent à des tontines. Ils cotisent selon le prix fixé par les membres pour alimenter la caisse. La somme ainsi récoltée sert à l'achat des bœufs à la veille de la fête de Ramadan. La pratique est courante et elle est très appréciée par bon nombre de musulmans. Notre équipe de reportage dirigée par Garibou Pérou a sillonné la ville de Bamako. Reportage. Obtenir la viande en qualité et en quantité suffisante pour fêter le Ramadan n'est pas toujours facile. Pour résoudre cette équation complexe, beaucoup de fidèles initient des tontines. Ils concourent financièrement pour acheter des bœufs. Les critères d'adhésion à une tontine de cette nature est généralement déterminé par les rapports bien précis d'affinité. Ici, en tout cas, au niveau de l'INPS, à la direction générale ici, l'organisation se passe de façon structurelle, c'est-à-dire dans chaque département, les agents cotisent par exemple 2500, 3000, voire 5000 par mois. Donc au bout d'une année, on paye les bœufs pour le sacrifice de la petite fête. Chaque année, on est organisé avec notre coopérative et la direction nous donne un coup de main. On cherche des bœufs et puis on les abat. Les textes sacrés du Saint-Coran n'interdisent nullement pas la pratique, nous confient les leaders religieux qu'on a abordés. Puisqu'il s'agit là d'une question de cohésion sociale, elle doit être encouragée. La fête de l'Eid el-Fitr, ça c'est tontine, on dit tonton, tonon. C'est pour partager la joie de la fête, c'est pour partager la solidarité islamique dans la fête, égorger des bœufs, partager la viande entre les frères. Abattre des bœufs pendant la fête du Ramadan est une pratique récente. Elle n'existait pas avant. Au lieu d'aller acheter la viande individuellement au marché, les religieux se regroupent à 10 ou 20 pour acheter les bœufs. Le Saint-Coran n'interdit pas cette pratique. C'est autorisé par l'islam, ce n'est pas condamné. Même avant l'islam, chez nous ici, dans notre tradition, il y a ça depuis des siècles. Il est difficile de parler avec exactitude de l'origine de cette pratique. Mais une telle pratique, qu'elle soit ancienne ou moderne, symbolise l'essence élevée des partages des concitoyens. Une qualité tout de même prescrite par les Saint-Coran. Voilà, de la viande pour tout le monde. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application de la loi relative aux fêtes légales en République du Mali. Les journées du jeudi 8 août 2013, fête du Ramadan, et le vendredi 9 août 2013, journée ouvrable qui suit le jour de la fête légale, sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le lundi 12 août 2013, suivant les horaires habituels. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h, avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Le vendredi de 7h30 à 17h30 minutes, avec une pause de 12h30 à 14h30 minutes. Le ministre souhaite une très bonne fête de Ramadan à tous. Et puis
le commandant de la compagnie de circulation routière informe les usagers de la route qu'en raison de la prière de la fête de Ramadan, la circulation sera momentanément interrompue dans les environs immédiats de la grande mosquée de Bamako demain jeudi 8 août de 6h30 jusqu'à la fin de la prière. En conséquence, il invite les usagers de la route à obtempérer aux injonctions de la police en vue de faciliter le passage des fidèles musulmans. Le commandant de la compagnie de circulation routière sait compter sur la compréhension de tous. Sur un tout autre sujet, les clients de la Somagep SA peuvent désormais régler leurs factures à la banque. Le nouveau service a été lancé cet après-midi par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Makan Aliou Tunkara. Notons que la société compte environ 140 000 abonnés. Reportage de Moïse Traoré. Le client de la Société malienne de gestion de l'eau potable peut désormais régler sa facture dans cette banque. C'est tous les clients, même s'ils n'ont pas de compte dans une banque, qui ont maintenant la possibilité d'aller dans les banques affiliées, dans les banques qui ont notre système implémenté, donc de payer leurs factures. Ensuite, un client, quel que soit son lieu de consommation, peut payer sa facture non seulement au niveau des agences de la Somagep SA dans leur lieu de résidence. La Somagep SA compte environ 140 000 abonnés. Le premier client qui bénéficie du nouveau service est aussi le premier responsable en charge du département de l'énergie et de l'eau. Depuis sa création, donc, la Somagep ne cesse de rechercher le confort des clients. Il s'est placé dans ce qu'on appelle le processus d'amélioration continue. Et c'est ce qui a cours, n'est-ce pas, au niveau de cette société que je félicite. Le règlement de la facture d'eau continue de se faire dans les structures commerciales de la Somagep SA. Ce sont les clients qui se trouveront soulagés désormais dans le règlement de leur facture d'eau potable. Il n'y a pas de frais particuliers. Je veux dire que ce sont nos clients. La Somagep SA a lancé ses activités commerciales le 7 mars de l'année dernière. L'agence, en 2012, le taux de trafic aérien à l'aéroport de Bamako-Sénou a baissé de plus de 20% suite aux événements de 2012. Avec la normalisation de la situation actuellement, le trafic suit son cours normal. Mais nous y reviendrons juste après le reportage de Abdraman Maïga. Ou bien plutôt, nous vous proposons le 13e conseil 13e concession du conseil d'administration de l'ANAC. Le reportage de Mohamed Diarra. Les administrateurs de l'ANAC arrivent avec des dossiers bien ficelés pour donner un nouveau souffle à la structure après les événements de 2012 qui ont freiné l'élan amorcé par l'ANAC. Comme conséquence, le niveau de trafic aérien à l'aéroport de Bamako-Sénou a chuté de 23% par rapport à l'année 2011. Et la subvention de l'État a aussi diminué de 21%. Il convient de souligner les retards enregistrés dans le cadre de l'exécution de certains projets d'infrastructure. C'est le cas notamment de la réalisation d'un dépôt de kérosène à l'aéroport de Caille, l'achèvement des travaux côté ville dans le cadre de la modernisation de Bamako-Sénou et la mise en place d'un partenariat public-privé dans le cadre de la concession des aéroports du Mali. Des chantiers gigantesques qui doivent être achevés cette année et le directeur général de l'ANAC en est optimiste. L'année 2013, nous l'avons sous de meilleurs auspices parce que notre pays est en train de sortir de la crise. Nous pensons que les bailleurs de fonds vont nous aider à relancer notre économie. Toute chose quelque part qui nous permettrait de booster nos recettes parce que nos recettes sont basées sur l'évolution du trafic aérien au Mali. L'année 2012 a été une période certes difficile, mais une année qui aura aussi été marquée par des réalisations qui marquent encore la mémoire des administrateurs. Une des preuves de cet engagement est sans nul doute les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action correctrice des mesures des carences relevées lors des différents audits de l'OACI en 2009 et 2011. En effet, le taux de correction des recommandations de l'audit sûreté de 2009 atteint aujourd'hui 88%, alors que celui de l'audit sécurité est de 47%. Le budget 2013 de l'ANAC, qui a connu une baisse par rapport à 2012, se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA. Il est exécuté selon les premiers responsables de l'ANAC à près de 40%. C'est dire qu'à l'ANAC, l'année 2013 s'annonce comme celle des grands défis.
L'Agence nationale pour l'emploi tient depuis ce matin dans ses locaux la 24e session de son conseil d'administration. Cette session est placée à l'ANPE sous le signe d'un nouveau départ pour la relance économique du pays. Les précisions avec Abdraman Maïga. Ce nouveau départ pour la relance économique sera marqué à l'Agence nationale pour l'emploi par deux faits majeurs. Il s'agit du redéploiement du personnel et de la reconstruction des directions régionales des régions nord du Mali. En plus de ces deux actions jugées prioritaires, l'Agence nationale pour l'emploi fera également face en 2013 à ses missions traditionnelles, telles que l'intermédiation, le financement des projets, la reconversion et l'emploi des jeunes. Nous plaçons ce conseil sous le signe du nouveau départ parce que nous nous préparons à réoccuper le terrain, nous nous préparons à réouvrir nos agences dans les régions du Nord pour permettre à l'agence de faire face à ses missions. Et nous avons dégagé les moyens nécessaires dès la semaine prochaine pour que Gao et Tombouctou reprennent l'activité et en attendant que Kidal soit disponible. Pour l'exercice 2013, l'Agence nationale pour l'emploi maintient et consolide les acquis de 2012. Cette politique sera soutenue par l'amélioration de la communication, l'extension de la formation à d'autres régions et le renforcement de la connexion intégrale de toutes les directions régionales. Le budget 2014 n'est pas encore définitivement arrêté, mais l'essentiel de ce budget sera basé sur la reconstruction des infrastructures, sur le rééquipement de nos agences parce que nous avons tout perdu dans les 3 agences du Nord. Cette session a été également mise à profit par les administrateurs pour analyser les difficultés rencontrées par l'ANPI. Les travaux de cette 24e session seront sanctionnés par des recommandations et des résolutions qui permettront une meilleure orientation des actions futures de l'agence. La plateforme de veille des femmes du Mali pour des élections sans violence et équitables a animé une conférence débat sur le thème « Comment bien voter ». La plateforme souhaite ainsi faire de la femme malienne d'ici 2025 une garante de la paix. Kadidia Toukone. Afin de contribuer à la formation citoyenne des femmes à travers des dialogues et des concertations, la plateforme de veille des femmes du Mali pour des élections sans violence et équitables a animé une conférence débat sur comment bien voter. Le constat a été qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Alors les femmes ont dit que c'est parce que les gens ne savent pas comment voter. L'explication qui est déjà donnée, ils n'ont pas bien saisi ces explications. Si vraiment on pouvait reprendre comment faire un vote utile. Les représentants du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire ont fait une démonstration sur le bon déroulement du vote dans les bureaux de vote, car beaucoup de participantes avaient encore des difficultés. Cette conférence débat m'a permis de comprendre le déroulement du vote. Parce que avant, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre le déroulement du vote. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre comment est-ce que le vote se fait, comment est-ce que nous nous comportons dans le bureau de vote, comment est-ce qu'il faut faire pour que le vote ne soit pas nul. Ça a été très important pour nous. Et quand moi je vais sortir d'ici, je ferai en sorte que beaucoup de femmes puissent comprendre comment est-ce que les votes se passent. Plus de 400 000 bulletins nuls ont été enregistrés lors du premier tour de l'élection présidentielle, dû en majeure partie à des erreurs de vote. Pour éviter les mêmes erreurs, cette conférence débat a été l'occasion pour la plateforme d'informer les femmes sur le bon déroulement du vote afin d'éviter les erreurs et les inciter également à aller voter massivement au second tour prévu pour le 11 août prochain. Activité du projet consacré au changement climatique à Sikasso. Le projet s'occupe des écosystèmes agricoles dans 6 pays ouest-africains. La cérémonie du lancement avec Fatoumata Diallo depuis Sikasso. Le projet AmeriaCAF entendait par là amélioration de la résilience au changement climatique des écosystèmes agricoles le long des bassins versants par le développement participatif de systèmes agroforestiers anti-érosifs et fertilisants, officiellement lancé à Sikasso, est le résultat de la recherche agricole et environnementale menée par une équipe pluridisciplinaire sur la dégradation des terres et les menaces liées au changement climatique. Exécuté dans 6 pays ouest-africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Mali, il couvrira en 3e région 12 villages des cercles de Koutiala et de Sikasso. L'objectif recherché étant l'amélioration de la productivité agricole et la gestion durable des ressources naturelles. À court terme, l'objectif visé, c'est d'organiser les producteurs
autour de leur bassin versant, à travers la mise en place des plateformes d'innovation. À long terme aussi, l'un des objectifs visés, ce sera une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour une meilleure productivité agricole. Pour une meilleure appropriation donc de ce projet de grande envergure, choisi parmi tant d'autres soumis à compétition internationale, la présentation de cet outil précieux et du processus de mise en place des plateformes multi-acteurs suivies de débats ont été les temps forts qui ont marqué la cérémonie de lancement du projet. Projet combien salvateur selon le Centre régional de la recherche agronomique de Sikasso. Au Mali, la perte de revenus agricoles due à l'érosion varie entre 4 239 francs CFA par hectare et par an en zone sahélienne jusqu'à 90 000 francs CFA par hectare et par an en zone soudanienne selon les cultures et les pentes de terrain. Annuellement, 500 000 hectares de forêt sont déboisés, entraînant une perte de 142 milliards de francs CFA. Ce qui fera dire au conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Sikasso, Flathier Sanogo, son optimisme pour une sortie de crise. Flathier Sanogo d'inviter les producteurs à faire des suggestions pertinentes qui feront du Mali une puissance agricole. Lancement du projet d'aide à la sécurité alimentaire à Bogosoni, commune rurale de Sienso, c'est dans le cercle de Sang, pour 17 millions de francs CFA financés par la Norvège. Le projet sécurise les moyens d'existence des ménages victimes des inondations de l'hivernage 2011-2012 dans le village. Le commentaire de Moussa Fane. Situé à environ 4 km de la ville de Sang, le village de Bogosoni est bâti sur une terre argileuse favorable aux inondations. Ces phénomènes climatiques qui n'épargnent pas la culture a aussi de graves conséquences sur la population. C'est pour apporter sa contribution à la réduction de l'insécurité alimentaire dans le village de Bogosoni que l'ONG d'entraide et de promotion des femmes a initié ces mini-projets de 8 mois pour la population de cette localité. Les résultats attendus à la fin des projets, c'est que sur place, ce qu'on est en train de produire, en réalité, le savon ou l'huile de pourguère à ce niveau. Ça, c'est un résultat attendu. Deuxième résultat, que tout de suite, l'appui, c'est 35 ménages. Mais qu'on ne trouve pas l'année prochaine, ces 35 ménages aussi menacés comme ça. Cet appui devra soulager la population de Bogosoni pendant cette période de soudure. Financé par la Norvège à hauteur de 15 millions de francs avec une contribution de 2 millions de francs CFA de l'ONG et de la population à travers le réseau Climat Mali. Ce projet est un appui au programme d'adaptation au changement climatique dans le Sahel. S'il y a des inondations, d'accord, c'est dû à l'abondance de la pluie. Mais c'est dû aussi au fait que les terres sont érodées. En plus de cet important don, l'ONG a planté plus de 1000 pieds de Jatropha curcas ou fougères sur plus d'1 hectare. Les fruits de ces arbres qui viennent d'être plantés permettront d'atténuer les effets des changements climatiques dans le village. Ils pourront également constituer de la matière première pour alimenter l'usine de fabrique de savon à base de beurre de karité installée à Bogosoni. Les ressources qui seront générées par l'usine pourront financer d'autres activités génératrices de revenus pour les femmes de Bogosoni. Et nous revenons sur ce communiqué. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire en l'honneur de porter à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Shawwal ou Seli Tini Kalo a été aperçu dans les localités ci-après. À Koutiala par Taïrou Koulibaly, commerçant, Seydou Boiré Muezan, Mamare Doumbia, Moussa Koulibaly, élève coranique, et à Mopti par Boubacar Dramé, Moussa Bomanian, Ko Kaninta, Badagé, Kaminta ce mercredi 7 août. En conséquence, la fête de Ramadan sera célébrée en République du Mali
du Mali demain, jeudi 8 août, sur toute l'étendue du territoire national. Et puis après cette édition, retrouvez les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune pour plus de détails. Et puis le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions informe que les journées de jeudi 8 août et vendredi 9 août sont chômées sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra lundi 12 août, suivant les horaires habituels. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous demain à 13h et Amadou Sankaré à 20h. Merci de votre fidélité et merci de visiter notre site www.ortm.ml. Très bonne fête de Ramadan à tous.